Saviez-vous qu'il existe un animal capable de vivre plus de 100 ans dans l'obscurité totale, sans voir et avec un métabolisme si lent qu'il consomme à peine d'énergie? Ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité de créatures qui habitent un monde caché sous nos pieds, dans les profondeurs des grottes. La biologie des animaux qui vivent dans les grottes, connue sous le nom de troglobies, est l'une des branches les plus fascinantes de la zoologie. Ces organismes ont évolué dans des environnements qui nous seraient hostiles et inhabitables, développant des adaptations qui défient notre compréhension de la vie. Pour les comprendre, nous devons d'abord distinguer les différents types d'habitants des grottes. Tous les animaux qui entrent dans une grotte ne sont pas de véritables troglobies. Il existe des catégories spécifiques qui définissent leur relation avec cet écosystème. Premièrement, nous avons les trogloxènes. Ce sont des animaux qui utilisent les grottes comme refuge temporaire, mais dépendent du monde extérieur pour se nourrir. Les exemples classiques incluent les chauves-souris, qui dorment dans les grottes pendant la journée mais sortent la nuit pour chasser des insectes ou des fruits, et certaines espèces d'oiseaux, comme le guacharo d'Amérique du Sud, qui nichent dans les grottes mais se nourrit à l'extérieur. Pour eux, la grotte est une maison, mais pas leur seul monde. Ensuite, il y a les troglophiles. Ces animaux peuvent vivre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des grottes, mais les préfèrent souvent en raison de leurs conditions stables, comme la température et l'humidité constante et la protection contre les prédateurs ou les conditions climatiques extrêmes. Certaines espèces de grillons, d'araignées et de salamandres peuvent être troglophiles, trouvant dans la grotte un habitat idéal, bien qu'elles conservent la capacité de subsister dans des environnements de surface si nécessaire. Leur existence n'est pas complètement liée à l'obscurité perpétuelle, ce qui leur confère une plus grande flexibilité. Finalement, nous arrivons aux véritables protagonistes de notre histoire, les troglobies. Ce sont des organismes obligés de vivre dans l'environnement cavernicole. Ils ont évolué de telle manière qu'ils sont incapables de survivre à l'extérieur, en dehors des conditions spécifiques de la grotte. Leur dépendance à cet environnement unique a modelé leur biologie de façon extrême et étonnante. Les grottes sont des environnements dépourvus de lumière solaire, ce qui signifie l'absence de photosynthèse et, par conséquent, une chaîne alimentaire très différente. La température et l'humidité sont généralement remarquablement stables, avec peu ou pas de fluctuations saisonnières, ce qui élimine le besoin d'adaptation aux changements drastiques. De plus, les ressources alimentaires sont souvent rares et dispersées, ce qui impose une pression sélective pour l'efficacité énergétique. L'adaptation la plus évidente et peut-être la plus frappante chez la plupart des troglobies est la perte de pigmentation. Imaginez des êtres pâles, presque translucides, qui sont complètement dépourvus de couleur. Ce n'est pas dû à une maladie, mais à une évolution efficace. La mélanine, le pigment responsable de la couleur de la peau, des yeux et des poils de nombreux animaux, a plusieurs fonctions vitales en surface, y compris la protection contre le rayonnement ultraviolet nocif du soleil et le camouflage pour éviter les prédateurs ou surprendre les proies. Dans l'obscurité perpétuelle d'une grotte, aucune de ces fonctions n'est nécessaire. Produire de la mélanine est un processus énergétiquement coûteux pour l'organisme. Par conséquent, les espèces troglobies ont perdu cette capacité au fil du temps. C'est un exemple parfait de la façon dont l'évolution élimine les traits qui ne sont plus utiles pour conserver l'énergie, une ressource précieuse dans la rareté des grottes. Des exemples clairs de cette adaptation incluent le poisson aveugle mexicain Astyanax mexicanus qui habite les grottes du Mexique et le protée Proteus anguinus, un type de salamandre qui vit dans les eaux souterraines d'Europe. Tous deux présentent une peau d'une couleur blanchâtre ou rose pâle, presque transparente, qui permet souvent de voir leurs organes internes ou leur système circulatoire. Lié à cette dépigmentation, ou même plus surprenant, est l'atrophie ou l'absence complète d'yeux. Une caractéristique connue sous le nom d'anophthalmie ou de microphthalmie. Dans l'obscurité absolue, posséder des organes visuels est inutile, et leur développement et entretien représentent une dépense énergétique considérable. De nombreux troglodytes naissent avec des yeux minuscules ou rudimentaires, qui ne se développent jamais complètement ou qui, comme dans le cas du poisson aveugle mexicain, s'atrophient et dégénèrent par un processus connu sous le nom d'apoptose ou mort cellulaire programmée, durant leur développement embryonnaire. C'est un exemple fascinant de la manière dont la nature démantèle des structures qui ne sont plus fonctionnelles, réaffectant les ressources énergétiques à d'autres parties du corps plus utiles. Les recherches génétiques sur le poisson aveugle mexicain Astyanax mexicanus ont révélé que la perte d'yeux chez la forme cavernicole est liée à des changements dans des gènes spécifiques. L'un des plus étudiés est le gène Sonic Hedgehog.
Durant le développement embryonnaire des poissons cavernicoles, ce gène surexprime certaines protéines qui dirigent l'énergie et les ressources vers le développement de structures crânio-faciales et sensorielles non visuelles, telles que le système de la ligne latérale et les organes olfactifs, aux dépens du développement des yeux. Le tissu oculaire primitif se forme, mais il dégénère ensuite et est réabsorbé par le corps. Les récepteurs de lumière qui détectent le jour et la nuit peuvent également être altérés ou absents. Chez le proté, par exemple, les yeux sont recouverts d'une couche de peau, et bien qu'ils soient fonctionnels à leur premier stade de développement, leur utilisation est pratiquement nulle à l'âge adulte dans l'obscurité totale. Cette perte de la vue a stimulé le développement extraordinaire d'autres sens, compensant le manque de lumière. La compensation sensorielle est là où la biologie troglodyte brille véritablement et nous montre l'incroyable plasticité de la vie. Sans la vue, ces animaux ont perfectionné d'autres sens à des niveaux étonnants. Considérons les antennes allongées de nombreux insectes troglodytes, tels que les coléoptères des cavernes. Ces antennes ne sont pas seulement des organes tactiles extrêmement sensibles, capables de détecter le moindre contact avec les surfaces ou l'air, mais elles sont également remplies de chimiorécepteurs. Ces chimiorécepteurs leur permettent de sentir et de goûter leur environnement, détectant les sources de nourriture, les changements dans la composition chimique de l'eau ou la présence d'autres individus de leur espèce ou de potentiels prédateurs. La capacité à détecter les molécules dissoutes dans l'eau est cruciale dans un environnement où la nourriture est rare et dispersée. Certaines espèces de crustacés aveugles, comme les amphipodes du genre Niphargus, possèdent des antennes qui mesurent plus de la moitié de la longueur de leur corps, agissant comme de véritables sondes biologiques pour percevoir leur environnement. Dans le cas de poissons comme l'Astyanax mexicanus, leur système de ligne latérale, qui est un organe sensoriel détectant les vibrations et les changements de pression dans l'eau, est extraordinairement développé. Ce système se compose d'une série de canaux sensoriels et de pores le long du corps qui contiennent des cellules ciliées ou poils sensoriels qui répondent aux ondes de pression. Il est si sensible qu'il leur permet de voir leur environnement en détectant les ondes de pression créées par des objets ou des mouvements dans l'eau, fonctionnant comme une sorte de sonar biologique. Ils peuvent créer une carte de leur environnement en détectant l'écho de leurs propres mouvements ou de ceux d'autres organismes. Les protés, quant à eux, possèdent un sens de l'odorat et de l'ouïe d'une acuité exquise, dépassant de loin leurs proches parents de surface. Ils peuvent détecter les mouvements de l'eau à grande distance et localiser la nourriture grâce à la chimie de l'environnement. Leur peau, en plus d'être pâle, est équipée de photorécepteurs extraoculaires qui, bien qu'ils ne forment pas d'image, sont sensibles aux changements subtils de l'intensité lumineuse, une adaptation secondaire qui leur permet de détecter toute perturbation lumineuse minimale. De plus, de nombreux troglodytes ont développé un sens de l'hydroréception, la capacité de percevoir l'humidité ambiante et la direction des courants d'eau. C'est vital dans les grottes où le niveau de l'eau peut fluctuer ou où la sécheresse peut être létale pour les organismes dépendants de l'humidité. Certaines espèces d'arachnides troglodytes, comme certaines araignées ou des pseudoscorpions aveugles, possèdent des poils spécialisés sur leurs pattes qui leur permettent de détecter les plus subtils courants d'air ou vibrations dans le substrat, les guidant dans l'obscurité la plus profonde et les aidant à localiser à la fois des proies et des partenaires potentiels. Ces poils sont si fins qu'ils peuvent détecter des mouvements d'air de quelques millimètres par seconde. La combinaison de ces sens hyper développés leur permet de naviguer, chasser et se reproduire efficacement dans un monde où la vue est complètement inutile. La vie dans une grotte est une vie de rareté et d'opportunités limitées pour trouver de la nourriture. Les ressources alimentaires sont limitées et peuvent apparaître de manière imprévisible, parfois avec de longues périodes de jeûne. Pour survivre, les troglodytes ont développé des taux métaboliques extrêmement bas. Cela signifie que leur corps brûle de l'énergie à un rythme beaucoup plus long que leurs parents de surface. Cette efficacité leur permet de subsister avec très peu de nourriture et pendant de longues périodes de jeûne. Le proté, Proteus anguinus, est un exemple paradigmatique de cette adaptation. On sait qu'il peut passer jusqu'à une décennie sans ingérer de nourriture en conditions de laboratoire, simplement en ralentissant ses processus vitaux à un rythme étonnant. Leur croissance est incroyablement lente et leur longévité est étonnante, pouvant vivre plus d'1 siècle. Des protés ayant dépassé l'âge de 100 ans ont été documentés dans des conditions contrôlées et on estime que dans leur habitat naturel, ils peuvent vivre encore plus longtemps, possiblement jusqu'à 115 ans ou plus, ce qui en fait le vertébré à la plus longue durée de vie connue habitant exclusivement dans les grottes.
Cette longévité exceptionnelle est directement attribuée à leur très faible taux métabolique et à la stabilité remarquable de leur environnement, où il n'y a pas de fluctuations extrêmes de température, de lumière ou de disponibilité de nourriture nécessitant des adaptations rapides ou une dépense énergétique élevée. La température de l'eau dans leur habitat naturel oscille généralement entre 5 et 15 degrés Celsius, une fourchette très étroite qui favorise la stabilité physiologique. Les stratégies reproductives des troglodytes reflètent également la précarité et la stabilité de leur habitat. Souvent, ils produisent moins de descendants, mais avec un investissement énergétique plus important dans chaque individu. Cela peut se manifester par des œufs plus grands avec plus de réserves de vitellus, ce qui assure que les jeunes naissent bien développés et avec de meilleures chances de survie. De nombreuses espèces présentent un développement direct au lieu de stades larvaires complexes, qui seraient vulnérables dans l'environnement hostile de la grotte. Les périodes de gestation et de maturation sexuelle peuvent être prolongées, reflétant le rythme de vie lent général. Par exemple, certaines espèces d'isopodes troglodytes peuvent n'avoir qu'un ou deux jeunes par ponte, mais ceux-ci naissent déjà bien développés et capables de se débrouiller seuls. La lenteur générale de leur cycle de vie est une adaptation clé à la vie souterraine, minimisant les risques et maximisant la survie de chaque individu dans un environnement où le renouvellement des populations est un défi. En ce qui concerne la locomotion, de nombreux troglodytes présentent des corps plus minces et des membres plus longs ou plus effilés, ce qui leur permet de se déplacer efficacement dans des espaces restreints, des fissures et des passages étroits. Leur mouvement a tendance à être lent et délibéré, encore une fois pour conserver l'énergie, contrairement à l'agilité et à la vitesse de nombreux animaux de surface. Les coléoptères aveugles, par exemple, ont des pattes longues et fines qui leur permettent de sonder le terrain avant d'avancer, détectant les obstacles et les chemins sûrs avec leurs tarses et leurs antennes sensibles. Les larves de certains insectes troglodytes présentent également des adaptations, comme des ventouses ou des crochets pour s'accrocher aux surfaces rocheuses humides, évitant ainsi d'être emportés par les courants d'eau. La forme hydrodynamique des poissons et amphibiens aveugles leur permet de glisser en douceur dans l'eau avec un minimum d'effort. Mais comment la vie est-elle soutenue dans un écosystème aussi dépourvu de lumière solaire, qui est la source d'énergie de la plupart des écosystèmes de surface? La chaîne alimentaire dans les grottes est fondamentalement différente et repose sur des sources d'énergie alloctones, c'est-à-dire qui proviennent de l'extérieur, ou sur des processus chimiosynthétiques. La base de la pyramide énergétique n'est pas la photosynthèse, mais la matière organique importée de la surface. Cette matière peut arriver sous forme de feuilles entraînées par l'eau de ruissellement, de branches, de cadavres d'animaux ou de la source la plus vitale et abondante dans de nombreuses grottes, le guano de chauve-souris. Les colonies de chauves-souris, qui sont trogloxènes, déposent d'énormes quantités d'excréments, riches en nutriments organiques qui servent de nourriture à un réseau complexe de détritivores. Ces détritivores, tels que les isopodes, les mille-pattes, les cloportes et certains types de blattes de caverne, décomposent la matière organique, recyclant les nutriments. Ces décomposeurs sont à leur tour consommés par de plus grands prédateurs, qui habitent également dans l'obscurité, comme les araignées aveugles, les coléoptères carnivores spécialisés, les pseudoscorpions et occasionnellement les poissons aveugles, qui peuvent aussi être omnivores. Les réseaux trophiques dans les grottes sont généralement plus courts et avec moins de niveaux trophiques que ceux de surface, reflétant la rareté de l'énergie. On estime que dans certaines grottes, jusqu'à 90% de l'énergie qui soutient l'écosystème provient du guano de chauve-souris. Certaines grottes, en particulier celles avec des sources hydrothermales, des dépôts minéraux ou qui sont connectées à des aquifères profonds, abritent des communautés microbiennes qui dépendent de la chimiosynthèse. Dans ce processus, l'énergie est obtenue à partir de réactions chimiques inorganiques comme l'oxydation de composés de soufre ou d'ammoniac et non de la lumière solaire. Ces bactéries chimiosynthétiques forment la base d'une chaîne alimentaire unique soutenant les invertébrés qui s'en nourrissent. Un exemple notable est celui des grottes de soufre au Mexique, où la chimiosynthèse constitue la base d'un écosystème complexe avec des poissons et des crustacés adaptés à ces conditions. Approfondissons certains de ces fascinants habitants du sous-sol en commençant par le Proteus anguinus, le protée ou holme. C'est sans aucun doute l'une des stars du monde souterrain. Cet amphibien urodèle, apparenté aux salamandres et faisant partie de l'ordre des Chordata, est endémique des grottes karstiques des Balkans, spécifiquement en Slovénie, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et dans certaines parties de l'Italie. Sa peau est si pâle et fine qu'on l'appelle souvent poisson humain en raison de sa coloration rosée. Il mesure entre 25 et 30 cm de long, avec un corps mince et cylindrique, 4 petites pattes avec 3 doigts à l'avant et 2 à l'arrière, et une queue aplatie latéralement qui l'aide à nager en douceur dans les courants d'eau souterrains.
Le plus distinctif du protée, en plus de sa peau dépigmentée et de ses yeux atrophiés, sont ses branchies externes rouges qu'il conserve tout au long de sa vie adulte. Ce phénomène est connu sous le nom de néoténie, la rétention de caractéristiques larvaires à l'état adulte. Cela lui permet d'absorber très efficacement l'oxygène de l'eau froide et bien oxygénée des grottes, même lorsque les niveaux d'oxygène sont bas. Sa capacité à vivre 100 ans ou plus et à survivre à de longs jeûnes allant jusqu'à une décennie sans nourriture en fait le vertébré à la plus longue durée de vie connue qui habite exclusivement dans les grottes. Il se déplace lentement et méthodiquement, se fiant à ses sens très aiguisés de l'odorat, du goût et de la mécanoréception pour trouver de petites proies comme des insectes aquatiques ou des crustacés. Une autre icône de la biologie troglodyte et un organisme modèle fondamental pour la science est le poisson cavernicole aveugle mexicain, Astyanax mexicanus. Ce qui le rend unique et d'une valeur inestimable pour la recherche est qu'il existe à la fois une forme de surface, avec des yeux et une pigmentation normale, qui vit dans les rivières et les lacs, et une forme cavernicole complètement aveugle et dépigmentée, qui habite les réseaux de grottes de la région de San Luis Potosí au Mexique. Cette dualité a permis aux scientifiques d'étudier directement les processus évolutifs qui mènent à la perte de traits ainsi que l'évolution de nouveaux traits compensatoires. Les populations cavernicoles ont évolué de manière indépendante dans au moins 29 grottes différentes, ce qui démontre la robustesse des pressions sélectives. Les recherches génétiques sur Astyanax mexicanus ont révélé des détails précis sur la perte des yeux chez la forme cavernicole. Il a été découvert qu'une surexpression du gène Sonic Hedgehog pendant le développement embryonnaire des poissons cavernicoles détourne les ressources métaboliques qui seraient normalement destinées au développement des yeux vers la formation d'autres structures importantes telles que l'augmentation de la taille du cerveau, l'expansion des dents et l'amélioration du système de la ligne latérale et des organes olfactifs. Essentiellement, le développement des yeux est interrompu et les cellules oculaires primitives subissent une apoptose. Cet investissement dans d'autres sens leur donne un avantage compétitif dans l'obscurité absolue, leur permettant de naviguer et de se nourrir avec succès. Ces poissons se nourrissent de détritus organiques et de petits invertébrés présents dans l'eau, comme les larves d'insectes et les copépodes. Les coléoptères cavernicoles offrent également une diversité étonnante d'adaptations et sont l'un des groupes de troglobies les plus diversifiés. L'un des premiers troglobies décrits scientifiquement fut le coléoptère aveugle Leptodyrus oceanworthi en 1831, découvert en Slovénie. Ce petit coléoptère, d'à peine quelques millimètres de long, est un exemple classique de dépigmentation et d'anophtalmie. Leurs corps sont généralement allongés et aplatis, avec des pattes fines et des antennes extraordinairement longues qu'ils utilisent pour naviguer et détecter des proies ou des charognes dans l'obscurité totale. Les antennes, dans certains cas, peuvent être même plus longues que le corps du coléoptère lui-même et sont couvertes de milliers de sensils qui sont de petites structures sensorielles. De nombreuses espèces de coléoptères troglobies sont endémiques d'une seule grotte ou d'un système de grottes spécifique, ce qui les rend extrêmement vulnérables à toute altération de leur habitat. Des milliers d'espèces de coléoptères troglobies ont été découvertes dans le monde entier, chacune avec des adaptations subtiles à son micro-habitat particulier, qu'il s'agisse de la température spécifique de la roche, de la disponibilité d'humidité ou du type de matière organique qui constitue leur nourriture. Des petits coléoptères prédateurs aux décomposeurs de champignons, ces insectes aveugles jouent des rôles cruciaux dans les réseaux trophiques souterrains complexes. Certains ont développé la capacité de se nourrir de biophiles microbiens qui poussent sur les parois des grottes, ce qui démontre une adaptation remarquable aux sources de nourriture limitées. Nous ne pouvons pas oublier les invertébrés plus petits mais vitaux qui sont les fondations de nombreux écosystèmes cavernicoles. Les isopodes et les amphipodes, petits crustacés, sont communs dans de nombreux systèmes de grottes aquatiques. Des espèces comme Stellacellus, un isopode aquatique qui rampe sur le fond des rivières souterraines, ou Niphargus, un amphipode qui ressemble souvent à une petite crevette blanche, sont des détritivores cruciaux. Ils se nourrissent de matières organiques en décomposition, comme les feuilles mortes ou le guano de chauve-souris, nettoyant le lit de la grotte et recyclant les nutriments essentiels pour d'autres formes de vie. Ces petits crustacés sont également aveugles et dépigmentés, avec des antennes longues et sensibles qui leur permettent de se déplacer dans l'obscurité et de détecter leur nourriture. Leur rôle dans le cycle des nutriments est fondamental pour maintenir la vie dans l'écosystème souterrain. Sans ces décomposeurs efficaces, la matière organique s'accumulerait et le flux d'énergie s'arrêterait, ce qui affecterait tout le réseau trophique.
De nombreuses espèces de ces crustacés ont une distribution très restreinte, ne se trouvant que dans quelques systèmes de grottes, ce qui souligne la singularité et la fragilité de leur existence. Certaines espèces d'amphipodes, par exemple, peuvent mettre des années à atteindre la maturité sexuelle et leur cycle de reproduction est également très lent, ce qui reflète à nouveau la stratégie de vie à faible énergie et de longue durée. Malgré leur étonnante résilience évolutive et leurs millions d'années d'adaptation, les troglobies sont des créatures extrêmement vulnérables. Leurs habitats sont fragiles et intrinsèquement connectés à la surface, ce qui les expose à une série de menaces croissantes. La contamination de l'eau est peut-être la menace la plus significative. Les pesticides et les engrais agricoles utilisés dans les champs voisins, les déchets industriels déversés illégalement, les déversements de produits chimiques et les eaux usées urbaines peuvent s'infiltrer dans le système de grottes via les eaux souterraines. Cette eau contaminée empoisonne le délicat écosystème, affectant directement les organismes qui en dépendent pour leur survie. Une seule source de pollution peut dévaster une population entière, car ces espèces ont souvent des aires de répartition très restreintes et ne peuvent pas simplement se relocaliser. La destruction de leurs habitats, causée par des activités humaines telles que l'exploitation minière à ciel ouvert, la construction d'infrastructures ou l'expansion urbaine, est une autre menace directe. La fragmentation des grottes ou l'altération de leur microclimat interne, comme la température ou l'humidité, peut être létale pour les troglobies qui nécessitent des conditions environnementales très stables. Par exemple, l'extraction d'eau souterraine pour la consommation humaine ou l'agriculture peut réduire drastiquement les niveaux d'eau dans les aquifères souterrains, asséchant les habitats aquatiques de nombreuses espèces. De plus, la surexploitation par des collectionneurs illégaux ou même des chercheurs peu scrupuleux peut décimer des populations petites et isolées, menant des espèces déjà rares au bord de l'extinction. Le changement climatique, avec ses schémas de précipitations altérés et ses fluctuations de température, commence également à montrer son impact. En modifiant les niveaux d'eau ou l'humidité à l'intérieur des grottes, le changement climatique peut déstabiliser la vie des troglobies qui dépendent de la constance de leur environnement. Les sécheresses prolongées peuvent assécher complètement les cours d'eau souterrains, tandis que les pluies torrentielles peuvent inonder et emporter les populations. Ces changements, bien que subtils pour nous, peuvent être catastrophiques pour des créatures qui ont évolué pour vivre dans un environnement de variation minimale. La perte d'espèces troglobies ne signifie pas seulement l'extinction d'une forme de vie unique, mais aussi la perte d'informations génétiques inestimables et de la fonction écologique qu'elles jouent dans ces écosystèmes cachés. La conservation de ces trésors biologiques est cruciale et urgente. Elle implique de protéger les bassins versants de surface qui alimentent les grottes, d'établir des zones tampons autour des entrées des grottes pour éviter la pollution et de réglementer strictement toute activité susceptible d'affecter le sous-sol. L'éducation du public sur l'importance de ces écosystèmes uniques et la fragilité de leurs habitants est fondamentale pour favoriser une culture de respect et de protection. De nombreuses espèces de troglobies sont en danger d'extinction, et leur étude, leur suivi et leur protection sont des priorités pour la biologie de la conservation au niveau mondial. Des projets de conservation spécifiques se concentrent sur la cartographie des grottes, la qualité de l'eau et la sensibilisation des communautés locales. La désignation de réserves naturelles souterraines est une étape vitale pour sauvegarder ces microcosmes. La pertinence scientifique des troglobies dépasse leur existence cachée. Ils sont des laboratoires naturels vivants pour l'étude de l'évolution. Leur isolement et les pressions sélectives extrêmes de leur environnement ont conduit à des exemples clairs d'évolution convergente, où des espèces non apparentées développent des caractéristiques similaires en réponse à des conditions semblables. Par exemple, la perte des yeux et de la pigmentation est un trait qui a évolué indépendamment dans de multiples lignées de poissons, amphibiens, insectes et crustacés habitant les grottes sur différents continents. Cela nous aide à comprendre les principes universels de l'adaptation. Ils sont également d'excellents modèles pour comprendre l'évolution régressive, le processus par lequel des traits ou des structures sont perdus. L'Astyanax mexicanus, avec ses formes de surface et de grottes, est un exemple mondialement reconnu dans les études génétiques et de développement qui révèlent les mécanismes moléculaires derrière la perte d'organes complexes. Les connaissances acquises à partir de ces espèces peuvent éclairer des maladies humaines liées à la perte de vision ou à la régulation du métabolisme. La biogéographie des espèces troglobites est également un champ d'étude vital, car l'isolement géographique des grottes offre une opportunité unique de comprendre comment les populations se diversifient et se spécifient en réponse à des barrières physiques, formant des espèces endémiques et uniques. De plus, leur physiologie extrême pourrait offrir des clés pour la médecine et la biotechnologie.
Comment parviennent-ils à vivre si longtemps avec si peu de ressources? Comment leur corps s'adapte-t-il pour fonctionner avec un métabolisme si bas? Comment sont-ils capables de régénérer des parties de leur corps ou de résister à des conditions de stress extrêmes? Les réponses à ces questions pourraient avoir des implications dans des domaines tels que la longévité humaine, la conservation de l'énergie, la compréhension des maladies métaboliques et même le développement de nouveaux médicaments. Les protés, par exemple, ont une capacité étonnante à régénérer des membres et des organes, un domaine de recherche avec un grand potentiel biomédical. Ils sont, en essence, des fenêtres sur les limites de l'adaptation biologique et sur la merveilleuse diversité de la vie. J'espère que cette immersion dans le monde fascinant des troglodytes a éveillé votre curiosité pour les mystères de la vie sur Terre. Si ce voyage dans les profondeurs vous a plu, nous vous invitons à rejoindre notre communauté d'explorateurs. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines expéditions, laissez-nous un commentaire avec votre opinion ou la créature troglodyte qui vous a le plus surpris et partagez cette vidéo pour que plus de gens découvrent la biologie étonnante qui se cache sous nos pieds. Ensemble, nous continuerons à explorer les secrets de la planète.